Bonsoir à tous, c'est à la commune de Forêt que nous consacrons notre débat ce soir. Elle a fait beaucoup parler d'elle ces dernières semaines avec un enjeu économique de taille, la survie de l'usine Audi et le sort des travailleurs. C'est un dossier d'ailleurs qui s'invite dans la campagne électorale puisque la question de l'avenir du site est posée. Mais Forêt, c'est beaucoup plus que ça, des quartiers très différents les uns des autres, l'altitude 100, la place Saint-Denis, le Wills par exemple, avec chacun leurs spécificités et leurs défis. On va découvrir tout de suite, si vous le voulez bien, la carte d'identité de la commune. Forêt compte 58 000 habitants et est dirigée par l'écolo Mariam El Hamidine depuis mai 2022. Dans la majorité, on retrouve Écolo Groen et le Parti Socialiste. Dans l'opposition, il y a l'EMR, le VLD, Défi, le PTB, les Engagés et un indépendant. 5 invités ce soir avec nous sur le plateau. Je vais vous les présenter tout de suite, en commençant par vous, Charles Spapens, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste PS. À vos côtés, il y a Séverine Delavelay, bonsoir. Vous êtes tête de liste Écolo Groen. En face de vous, il y a Cédric Pierre de Permentier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste MR plus Défi. Il y a également Stéphane Pecker, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Les Engagés. Et enfin Simon Debert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste PTB. Alors comme d'habitude, c'est un tirage au sort qui détermine le premier intervenant et par ordre. Et donc c'est vous, Stéphane Pecker, qui avez tiré le numéro 1. Je vais vous demander une réponse en 30 secondes. Ma question est simple. Pourquoi avez-vous choisi de vous présenter ? Parce qu'à Forêt, d'abord, il y a deux blocs qui se disputent un petit peu le terrain. Donc, on a un bloc de droite et on a un bloc de gauche. Et puis, finalement, il y a les Engagés qui est la seule alternative au centre sur Forêt. Avec une liste citoyenne qui est composée de 50% de candidats d'ouverture, avec des candidats dans la nuance, des candidats dans la diversité et des candidats... Ah, ça va vite. Allez-y, terminez. Et des candidats qui m'ont donné le courage aux Forestois de changer. Voilà, à vous Cédric Pierre de Permentier. Et vous, je vous dis, pourquoi avez-vous décidé de vous représenter ? Avec mon collègue Marc Lowenstein, nous avons décidé d'unir nos forces MR et Défi afin de présenter le projet le plus fort pour s'adresser aux Forestois, qu'ils soient de gauche, du centre ou de droite, parce que nous tous sommes d'accord en fait que Forêt doit faire mieux, peut faire mieux, et donc nous avons envie de mettre des priorités en termes de sécurité, de fiscalité, mais aussi de propreté, car nous estimons que Forêt peut être mieux gérée, et donc notre projet, c'est vraiment de travailler à ces priorités-là, de mettre toute notre énergie là-dedans, et qu'au terme de cette législature, les Forestois soient à nouveau fiers de vivre à Forêt. Alors, Séverine Delavelay, même question pour vous, pourquoi vous représentez ? Alors, je me présente pour la première fois comme candidate tête de liste. Et comme écologiste, on a la détermination de relever les défis des Forestois et des Forestoises par rapport aux deux crises majeures auxquelles ils sont confrontés. D'abord, la crise sociale. On veut des logements accessibles, une école gratuite, une commune qui prend soin des plus fragiles. Et la crise environnementale. On veut adapter notre territoire aux effets du dérèglement climatique. Ces deux crises, on ne peut pas les opposer et c'est le défi des écologistes. Et je suis par ailleurs totalement consciente comme candidate bourgmestre que ça passera par la bonne gestion de notre commune pour répondre aux défis des Forestois et des Forestoises sur ces deux crises. 30 secondes tout pile. Bravo Simon Debert, à vous. Le PTB se présente pour intégrer une majorité de changement. On était le premier parti en juin ici à Forêt. Donc maintenant, l'ambition, c'est de rentrer en majorité. Ça fait 18 années quand même qu'on a les mêmes partenaires, PS et Écolo. Donc on va amener du changement, que ce soit sur le plan social. On voit que les taxes ont beaucoup augmenté pour les habitants. La facture s'est fort alourdie. Et donc on veut agir à ce niveau-là pour un petit peu redonner d'oxygène aux familles. Et aussi en termes de style de travail. On a parfois des gens qui nous disent qu'ils ne sont pas assez écoutés, impliqués dans les changements qui concernent leur quartier. Donc là, le PTB va avoir des élus proches des gens, des échevins qui écoutent, qui sont dans les quartiers et qui répondent aux besoins des gens. Et on termine par vous, Charles Spapens. Mais tout d'abord parce que j'aime travailler au jour le jour pour améliorer le quotidien des Forestoises et des Forestois. Et puis j'aime vraiment cette commune et je m'y sens bien. J'y vis depuis maintenant 20 ans et donc je la connais bien aussi. Même si je suis juriste de formation, ça fait maintenant 12 ans que je suis échevin, avec de nombreuses réalisations à notre actif, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau de la rénovation urbaine ou encore en termes de développement économique. Et en 12 ans, surtout, j'ai énormément appris et je me sens aujourd'hui armé pour prendre à bras-le-corps les défis qui soient sociaux, environnementaux ou économiques de notre commune et donc de me présenter en tant que candidat bourgmestre. Alors, on va essayer maintenant de dresser les contours d'une future majorité. Je vais m'adresser à vous, Simon Debert. Vous l'avez dit directement
directement, dans les premières secondes, vous êtes prêt à entrer dans une majorité. Est-ce que c'est sûr cette fois-ci? On pose la question à tous les candidats PTB. Est-ce que c'est sûr que vous êtes prêts? De notre côté, c'est sûr, oui. Si vous me le demandez à moi, je suis prêt. L'objectif, c'est de rentrer en majorité. Si on n'y arrive pas, ce sera clairement un échec de campagne. Comme je l'ai dit, le PTB était le premier parti en juin à Forêt. Donc il y a une attente des habitants et des habitantes. Et en même temps, on voit qu'il y a beaucoup de défis sociaux, beaucoup de défis écologiques, beaucoup de défis démocratiques qui ne sont pas relevés. La majorité actuelle ne répond pas aux attentes. J'ai parlé des taxes qui ont fort augmenter. On pourra parler des plans de mobilité aussi, avec un manque de concertation. Donc on voit qu'il y a une envie de changement. Le PTB veut incarner ce changement en faisant aussi barrage au MR, ça je tiens à le dire, parce que pour nous, le plus grand danger qu'il y a aujourd'hui sur Forêt, ce serait un retour du MR au pouvoir. Alors, Cédric de Permentier, une réponse directement. On dit bloc de gauche, bloc de droite. Vous vous sentez représenté par ce bloc de droite? Écoutez, comme je l'ai dit, moi, mon principal objectif, c'est de rendre les Forestois fiers d'habiter à Forêt. Je pense que qu'on soit de gauche ou de droite, personne aujourd'hui n'est fier du bilan de majorité sortante. Et comment vous réagissez quand le PTB parle de danger? Moi, je pense que le PTB, dans les slogans, moi, je suis là pour travailler pour l'intérêt général et pour les Forestois en particulier. Et de ce point de vue-là, je pense que nous sommes prêts à travailler avec celles et ceux qui ont fait preuve et qui peuvent faire preuve de volontarisme dans la gestion communale et qui sont prêts à se remettre en question par rapport à ce qui a été fait pendant 6 ans. Je prends plusieurs exemples. Ça peut être la sécurité. Mais voilà, il y a certains choix qui ont été faits durant cette législature sur lesquels il va falloir revenir. Notamment, c'est la question de la fermeture du commissariat. Oui, on en parlera de la sécurité. Mais donc, c'est tout sauf le PTB, si je vous entends bien Enfin, je pense que c'est réciproque. Alors, Charles Papens, on entend le PTB volontariste en disant on veut y aller. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à gouverner avec eux? Écoutez, vous connaissez Forêt comme moi. Celui qui peut prédire le résultat des élections, c'est toujours surprenant et donc il change vraiment d'une élection à l'autre. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir entendre le message de l'électeur et nous, on veut vraiment porter un projet progressiste, on veut défendre un projet qui est humain, sérieux et surtout réaliste. Et donc, c'est vraiment important pour nous d'avoir un projet réaliste et pas des promesses en l'air. Et ça, vous visez qui, en fait, Charles Papens? Je vise dans différents programmes des choses où on commence à promettre de l'ultra-gratuité. Certains promettent des baisses d'impôts. À un moment, il faut voir la situation de Forêt et il faut être réaliste. Et donc, notre programme, il se veut réaliste et on est prêt à travailler avec tous ceux qui sont prêts à porter un projet qui n'est pas antisocial, un projet qui ne fait pas la distinction entre le haut et le bas, un projet qui rassemble, un projet qui mêle à la fois social, écologie et évidemment développement économique. Oui, donc vos partenaires privilégiés, ce serait plutôt Écolo et le PTB. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, on a un projet qui est clairement à gauche et progressiste. Après, si d'autres formations politiques sont capables de se mettre dans notre projet, on peut tout à fait discuter avec tout le monde. Alors, Monsieur Pecker, si on vous demande de faire la pointe, vous iriez plus vers une majorité avec le MR Défi ou plutôt avec une majorité plus dans le bloc de gauche? Alors, on nous prétend les faiseurs de rois ou de reines, donc c'est un petit peu ce que vous venez de dire. On a décidé de partir seul il y a quelques mois, c'est pour avoir les mains libres. On ira avec les partis qui respecteront le plus notre programme et qui nous prendront le plus au sérieux. Et on a un programme au centre où justement nous, on ne promet pas la gratuité et on ne promet pas non plus de baisse de la taxation. Donc voilà, je pense que on va d'abord entendre et écouter ce que les électeurs forestois nous diront dimanche. Et à ce moment-là... Et est-ce que vous êtes PTB compatible, alors, pour être plus précis? Alors, je ne suis pas PTB compatible. Ouais, donc voilà, ça restera en tout cas les choix. Séverine Delavallée, il y a un appel de Charles Papens, il y a un appel aussi de M. Debert à une majorité la plus progressiste possible. Est-ce que vous dites, Banco, vous, on y va aussi dans ce cadre-là? On a travaillé avec nos partenaires socialistes ces 6 dernières années, mais des années avant aussi, avec un bilan, contrairement à ce que M. Pierre peut laisser entendre, avec un bilan solide, tant sur les enjeux sociaux que sur les enjeux environnementaux. Et donc, nous sommes prêts à continuer avec un projet qui réponde aux besoins concrets des Forestois et des Forestoises pour avoir une commune du XXIe siècle qui répond à leurs problèmes. Et c'est clairement avec le projet le plus progressiste possible que nous avons envie de travailler. Et donc, dans ce cadre-là, poursuivre une majorité avec les socialistes a du sens par rapport aux enjeux sur lesquels on a travaillé ensemble. Et puis pour le reste, on verra en fonction des résultats. Et avec le PTB Nous, on discute avec tout le monde.
on n'a pas d'exclusive. Et comme à Forêt, on a la chance de ne pas avoir de liste d'extrême droite, on n'a pas d'exclusive. On discute avec tout le monde sur base d'un projet qui accentue la transition juste à Forêt. Et ceux qui veulent bien donner cette orientation à notre commune, on est prêt à discuter et travailler avec eux. Alors Simon Debert, dans la participation, il y a souvent la question, est-ce que vous n'arrivez pas avec des choses qu'on ne peut pas rencontrer, des demandes qui semblent totalement irrencontrables? Est-ce que là-dessus, vous êtes prêt aujourd'hui à faire des concessions pour entrer dans une majorité progressiste? Oui, bien sûr. Donc ça, on l'a toujours dit, le PTB sera un partenaire constructif. On est tout à fait conscient de la situation financière, par exemple, dans laquelle se trouve notre commune. On pense néanmoins qu'on peut quand même apporter du changement, aller, par exemple, redistribuer un peu mieux les richesses au sein de la commune, c'est quand même possible. On pense aussi qu'on peut avoir des majorités qui sont beaucoup plus à l'écoute, qui sont beaucoup plus présentes dans les quartiers. Donc ça, c'est des thèmes sur lesquels on veut amener quelque chose en plus. Donc on veut amener du changement en faisant des compromis, mais l'intégration du PTB dans une majorité devra aussi se traduire par du contenu. Et donc vous avez l'impression de ne pas avoir été à l'écoute, Charles Papens Non, j'ai pas l'impression que nous n'avons pas été à l'écoute. Et d'ailleurs, cette majorité a vraiment des très beaux projets dans son bilan. Je rappelle quand même juste une petite mise en contexte. On a tendance à l'oublier, mais 2 ans après le début de la majorité, la crise Covid est arrivée. Tous les niveaux de pouvoir se sont surendettés, que ce soit les niveaux de pouvoir où le MR est présent depuis des dizaines d'années ou les autres. Tout le monde s'est surendetté. Et il y a... Dans cette période-là, la commune, qui est le seul niveau de pouvoir qui doit garder un équilibre, évidemment, on a dû faire des choix, mais on a un réel bilan. Et en matière de concertation, je pense qu'on peut toujours mieux faire. Mais par exemple, on a mis en place le conseil citoyen, et c'était vraiment hyper intéressant parce que c'est des gens qui sont sélectionnés sur base de différents critères, c'est pas juste des gens qui sont volontaires. Et ça, par exemple, en termes de participation, je trouve que c'était extrêmement intéressant et qu'en matière de mobilité, on a vraiment à apprendre de ça parce qu'il est clair qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés. On l'entend, je veux dire, on est toujours dans la commune, on entend une certaine frustration des Forestois et des Forestoises, mais il faut vraiment pouvoir écouter cette frustration et peut-être réaiguiller certaines choses en matière de participation. Alors Cédric de Permentier, est-ce que vous ne noircissez pas le trait finalement à des fins électorales? Non, pas du tout. Écoutez, je pense que quand les Forestois ont découvert leur précompte immobilier, je pense qu'ils font la grise mine. Je pense que quand les Forestois ont appris que le commissariat allait fermer la nuit, idem, ils ne sont pas contents. Quand ils découvrent au compte-gouttes les futurs projets du plan de mobilité, là aussi, ils s'étonnent. Donc à un moment donné, je pense qu'on doit avoir un devoir de clarté vis-à-vis des électeurs. Vis-à-vis des Forestois, tout n'a pas été rose cette législature. Il y a des belles réalisations, on ne va pas les jeter. Non, mais on ne va pas les jeter. Il y a des belles réalisations. L'abbaye est un projet qu'on a soutenu depuis le départ. La question de l'hôtel communal, même s'il a mis plus de temps que prévu, eh bien, c'est quelque chose qui est positif aussi. La rénovation du parc de forêt, on le salue également. Maintenant, à un moment donné, il ne faut pas non plus s'exonérer sur base de ce qui a été une constante pour toutes les communes bruxelloises, la crise Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation. Eh bien, toutes les communes y ont été confrontées. Aujourd'hui, Forêt est la seule qui taxe à ce degré-là les travailleurs, mais également les propriétaires. Donc c'est vraiment un enfer fiscal. Ouais, je vous vois faire non. Enfer fiscal, les mots sont forts, Séverine Delavelay. Alors, M. Spapens l'a dit, on a vécu effectivement de multiples crises avec un impact financier énorme sur les communes. Oui. Mais la question, c'est est-ce qu'on aurait pu faire mieux? C'est ça, en fait. Non, il faut bien comprendre une chose. Quand vous demandez vous-même, dans un souci de bonne gestion, d'être mis sous tutelle de la région, et que votre plan de tutelle qui vise à assainir vos finances d'ici 2025 vous dit vous devez couper dans les dépenses. C'est ce qu'on a fait. On a coupé dans les dépenses de fonctionnement de tous les services de la commune. Il y a du personnel qui n'a pas été remplacé et il y a des investissements qui ont été postposés dans le temps. C'était un souci de bonne gestion, mais ça n'a pas été suffisant. On aurait pu couper encore plus dans les ressources humaines. Ça veut dire couper des crèches, moins de balayeurs dans nos rues, moins d'argent pour la police. On a choisi de garder des services publics performants, en tout cas les plus performants possibles. On peut toujours faire mieux, mais c'était pas suffisant et donc on a dû ajouter une hausse du précompte immobilier, c'est vrai. On a le deuxième précompte immobilier de Bruxelles après Schaerbeek. Ceci dit, on n'a fait qu'une seule hausse par rapport à d'autres communes qui en ont fait de nombreuses. Notre plan d'assainissement se porte bien, ça a été validé encore par la région il y a quelques jours encore. Et je voudrais quand même
terminer en disant que nous sommes quand même 11 communes sur 19 à être en plan d'assainissement avec la tutelle. Ce n'est pas la majorité PS écolo qui gère mal sa commune, c'est un vrai problème structurel. Oui, Monsieur Pecker, votre regard sur cette gestion et sur ce qui a changé dans ce domaine? Alors, c'est clair que la gestion financière d'une commune, elle doit être rigoureuse et transparente. Je ne dis pas qu'elle n'a pas été rigoureuse et transparente, mais il y a un manque d'équilibre aussi, et on vient de le dire, entre fiscalité, taxes et pouvoir d'achat. Notre volonté est vraiment d'optimiser, je veux dire, tout ce qui est dépenses et recettes. Et une des propositions, et d'ailleurs qui est suivie par pas mal de partis ici autour de la table, c'est de se dire, en début de mandature, on impose un audit financier et organisationnel pour justement trouver toutes les pistes de recettes possibles et toutes les pistes de dépenses à diminuer. Oui. Mais... Alors, à la lecture des programmes, juste une question et après on passera aux enjeux. Comme vous dites peut-être faiseur de roi, est-ce que vous vous sentez plus proche d'un discours qui est celui de M. de Permentier ou d'un discours qui est celui de Mme de Lavelay ou de M. Spapens? Actuellement, ici, autour de la table? Non, en général, depuis le début de la campagne. Depuis le début de la campagne... Il y a un axe MR engagé, la région, c'est clair, quoi. Est-ce que vous vous y retrouvez dans la commune? Je vais être très clair. Si on pouvait aller vers une symétrie, je veux dire, de ce qui va se passer à la région, je pense que ce serait, pour moi, la chose la plus évidente. MR, Parti socialiste et engagé. Ok, M. Spapens, une réaction? Mais je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport aux finances. Le fait qu'on demande, puisque un ménage qui gagne moins, en général, est un ménage qui dépense moins, ce qu'on demande à nos ménages forestois, on doit s'imposer à nous-mêmes aussi. Ouais. Alors, M. Spapens, MR, PS engagé, vous en pensez quoi? Puisqu'il y a un appel. Vous avez bien entendu ce que je disais sur notre programme. Oui, vous avez dit le plus progressif possible, voilà. mais M. Pecker a dit qu'il y avait des candidats à gauche sur sa liste. Je le remercie pour son appel, mais la réalité... Vous avez dit gauche et droite sur votre liste. La réalité de Forêt n'est pas toujours exactement la même que la réalité régionale, et je pense qu'en premier, il faut écouter les électeurs. Très bien, alors on va avancer maintenant sur les enjeux. Si vous le voulez bien, notre journaliste, elle a été à la rencontre des habitants de Forêt aujourd'hui et voilà un petit peu leurs préoccupations principales. Nassira me parlait ce matin de la petite délinquance dont elle est souvent témoin ici à Forêt. Elle me parlait de vélos volés ou de voitures cassées. Il y a Marie-France aussi qui, elle, me disait ne plus oser sortir de chez elle après 20h. Et puis comment parler de la sécurité à Forêt sans aborder la question des fusillades, avec la place Saint-Antoine notamment qui est l'un des hotspots de la région bruxelloise. Alors les citoyens, ils ont une question qu'ils aimeraient vous poser, c'est comment améliorer la sécurité à Forêt? Faut-il par exemple rouvrir la nuit le commissariat situé juste derrière moi dans la rue du Patinage. Je me situe ici sur la chaussée de Nerstal où, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a des travaux. Alors ces travaux, ils suscitent à la fois le contentement et l'inquiétude de certains citoyens. J'ai par exemple pu parler à Christophe qui me disait qu'il avait absolument hâte de voir les résultats et de voir comment la nouvelle mobilité à Forêt allait être implémentée. La commune de Forêt, c'est évidemment aussi du sport, comme ici avec l'Union Saint-Gilloise. J'ai pu parler avec quelques supporters et ils ont tous la même question. Est-ce que l'Union a encore un avenir à Forêt? Et si oui, lequel? Voilà, on va tout de suite évoquer, si vous le voulez bien, le dossier du stade. On en parle depuis quelques années déjà. C'est un stade de 16 000 places qui pourrait être construit sur le site du BEMT. Ça pose beaucoup de questions. Il y a des oppositions aussi de certains riverains qui ont formé un collectif. Ils sont inquiets. Je vous propose d'écouter 2 riverains et puis on en débat avec les candidats. On est sur un quartier qui a déjà, en termes de mobilité, en termes d'usage, une difficulté à se développer et à pouvoir vivre correctement. Ajouter une cathédrale de béton ou un mastodonte comme ça sur ce quartier-là, c'est pas quelque chose qui rentre, on va dire, dans la géographie, dans la géométrie de ce quartier. Je suis farouchement opposée dans les conditions où ça se présente ici et maintenant, à savoir sur un espace vert, qui est le seul espace vert du coin, qui n'en compte vraiment pas beaucoup, dans un cadre d'habitat social et dans un cadre européen de renaturation des sols, ce qui pose quand même problème. On veut ici supprimer au moins 37 500 mètres carrés de nature au bénéfice d'un stade. Donc dans ce cas-ci, bien sûr, je suis des habitants qui estiment que ce projet n'est pas adéquat, ni ici ni maintenant. Voilà, donc un avis tranché. On fait un petit point sur les temps de parole. C'est vous deux, Charles Spapens et Séverine de Lavelay, qui avez parlé le plus, un peu moins de l'autre côté. C'est vous, Monsieur Pecker, qui êtes en retard sur le temps de parole. Donc on commence par vous sur la question du stade. Vous dites « Il est temps de siffler la fin d'un mauvais match où l'une des équipes, la majorité communale, joue la montre, faute de prise de responsabilité ». Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce dossier, selon vous? Est-ce qu'il faut dire « Ok, vous pouvez vous installer » aux responsables de l'Union?
construire le stade à cet endroit au Bent? En tout cas, pour nous, on a un positionnement clair. Il faut que l'Union puisse installer un nouveau stade. Et le terrain du Bent nous semble le terrain le plus crédible. Maintenant, si quelqu'un d'autre arrive à sortir un lapin de son chapeau, on sera à l'écoute. Alors, il faut aussi rappeler ce que c'est l'Union, parce que ça, on ne l'a pas beaucoup dit. L'Union, c'est 500 joueurs et joueuses qui font du sport toutes les semaines, 3 ou 4 fois. C'est une école des devoirs ouverte sur son quartier. Ce sont des projets sociaux et des projets intergénérationnels avec Union Fondation et Union Inspire. C'est de l'emploi, c'est des taxes, et on a besoin d'argent à Forêt, donc on ne va peut-être pas cracher dessus non plus. C'est une culture et une ambiance, et c'est aussi une fierté pour la commune de Forêt et la région bruxelloise. Alors évidemment, on ne vendra pas ce terrain, on ne vend pas un chat dans un sac. On doit pouvoir leur demander et leur dire qu'on a des choses à revendiquer. C'est clair que les associations, les clubs sportifs, ils vont devoir cohabiter avec, je dirais, leur laisser de la place. Il faudra aussi rassurer les riverains, parce que les riverains, c'est normal qu'ils se posent des questions par rapport à ce qui peut se passer là-bas. Et alors aussi, ils nous ont promis un stade financé à 100% par le privé. On y compte bien. Un stade le plus green d'Europe. Et alors là où j'aimerais peut-être conclure mon intervention, c'est de se dire qu'on parle d'un stade de 15 000 personnes. Un stade de 15 000 personnes en Belgique, ça reste un petit stade. Et à l'échelle européenne, ça reste un stade minuscule. C'est un stade à taille humaine. Alors, Monsieur Debert, est-ce qu'il faut construire ce stade à cet endroit? Alors, construire le stade, oui. L'endroit, c'est plus compliqué. Et c'est un sujet qui m'irrite un petit peu parce que je trouve que c'est un exemple d'un dossier qui a été mal géré. En fait, on sait depuis longtemps on a suivi l'ascension de l'Union. On savait que la question du stade allait se poser. Et la majorité en place a en fait fermé les yeux, un petit peu été attentiste au lieu de prendre les devants. Parce que depuis assez tôt, on sait qu'il y a des demandes, notamment de Perspective Bruxelles, pour élargir le périmètre des recherches. Ça n'a pas été fait, et donc maintenant on se retrouve un peu avec le couteau sous la gorge, avec d'une part l'Union qui n'a que ça comme option, il n'y a que celle-là qui est pour l'instant qui est présentée, et donc si on ne l'a pas, ça va être un drame pour l'Union, mais ça va être un drame pour les supporters, et donc nous on veut pouvoir garantir que l'Union continue de jouer au plus haut niveau, ça c'est le premier point. Mais évidemment, il y a vous en avez parlé, il y a plein de problèmes liés à cet emplacement, que ce soit pour les riverains, pour les clubs de sport, etc. Et donc on risque soit d'avoir un scénario où on aura tout simplement un stade qui ne sera pas possible, parce que je précise que les études d'incidence sont toujours en cours, donc on attend toujours de les avoir. Et alors là, ce sera une catastrophe. Et dans l'autre cas, on va se retrouver avec quand même beaucoup de difficultés. Et donc je trouve que ce genre de dossier, c'est exactement l'exemple de ce qui aurait dû être fait de manière beaucoup plus transparente, en impliquant les gens depuis le début, en informant aussi sur toutes les étapes, parce que nous, comme conseillers communaux de l'opposition, on a reçu très peu d'informations, on était prévenus par la presse. Donc je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux sur ce genre de dossier qui touche toute la commune. Oui, alors, Monsieur de Permentier, vous dites qu'il faut effectivement concrétiser ce projet de stade, et puis vous mettez toutes les conditions. Alors vous dites il faut que ça réponde au bien-être, la qualité de vie, aux contraintes liées à l'environnement, à la biodiversité, à la gestion des eaux, au bruit, à la mobilité et à la pérennisation des activités du centre sportif. Ça fait beaucoup de conditions pour que ce stade soit possible à cet endroit. Ça, c'est dans leur deuxième version du programme. Avant, ils disaient juste concrétiser, mais ils ont appris à connaître un peu les Forestois et les Forestoises. Ouais, alors, vous avez changé de version au fil de la campagne, parce que là, c'est des conditions énormes. On n'a pas changé de programme. Simplement, c'est un projet d'ampleur. Il faut tenir compte de toutes les parties prenantes. Mais à un moment donné, moi, je m'étonne un petit peu. Pendant 6 ans, l'Union a sonné à la porte du collège. Au début, on a eu des contacts un petit peu par-ci, par-là, sans trop assumer qu'on en avait. On a tergiversé sur le prix, pour qu'au final, aujourd'hui, quand je découvre certains programmes, on parle de mutualiser des stades avec Anderlecht, alors qu'il n'en a jamais été question auparavant. On parle également de certains membres du collège qui veulent maintenant construire Bertelsson. À côté de ça, à un moment donné, moi, je demande un petit peu de qui se moque-t-on. Mais pour vous, il faut le construire à cet endroit ou pas? Parce que là, quand je vois toutes les conditions je pense qu'aujourd'hui, c'est la seule piste qui est réellement envisageable. Maintenant, moi, j'ai envie d'avoir un discours de franchise. Effectivement, il y aura des exigences qui seront posées au club et on ne tergiversera pas sur cela. Je crois que la question, c'est le bien-être des Forestois et ce ne sera pas bradé, même si on a envie que le club reste à Forêt parce que c'est son ancrage historique. Mais moi, à un moment donné, je dis stop au double discours. La majorité actuelle a voulu vendre le terrain à la région pour que la région le vende ensuite au club. Ça, personnellement, c'est du double discours.
Moi, j'ai envie d'être clair avec vous. Demain, on discutera avec le club en bonne intelligence. Et dans ce sens-là, si les exigences sont remplies, ça se fera. Si par contre, la grille d'exigences que vous avez évoquée n'est pas remplie, ça ne se fera pas. Oui, alors Monsieur Spapens, est-ce qu'il y a eu une mauvaise gestion, puisque là, ça semble partagé par toute l'opposition, en tout cas cette mauvaise gestion de ce dossier? Mais c'est évidemment le rôle de l'opposition. Mais vous verrez que mon discours, il n'a pas changé d'un iota entre les premières discussions et aujourd'hui. À un moment, je l'ai dit plusieurs fois, moi je suis vraiment fan de l'Union. Mais à un moment, je dois défendre l'intérêt des Forestoises et des Forestois. Quand on voit des dossiers de logement, ça met parfois des dizaines d'années et on voudrait que là, tout d'un coup, sur un dossier si compliqué, tout se décide en 2 secondes. L'Union, elle avait 2 choix. Elle avait soit le choix de rentrer un permis d'urbanisme. Elle pouvait le faire. Elle a préféré une autre voie. À partir de 2023, nous avons reçu une offre. En 2023. Et puis, on a demandé des études complémentaires. Les études sont arrivées en mai, juin, les études sont arrivées et ont répondu à certaines questions. Mais nous, on a toujours été très clairs. On veut des réponses au niveau des riverains, au niveau de la mobilité, au niveau des clubs sportifs, au niveau de l'emplacement. Comme le MR, quoi, en fait. Le MR a probablement regardé notre programme puisque ce n'était pas leur programme à la base. Mais on veut aussi des réponses claires en matière d'environnement. Il y a beaucoup de réponses qui ont été faites, mais il n'y a pas que la commune qui est acteur. Il y a aussi un impact régional. On est sur une voirie régionale. Ça a des impacts pour l'ensemble de la région. Il y a des questions de mobilité. Et donc, très rapidement, pour conclure, oui, vous êtes favorable à cet endroit, mais il y a un cahier des charges très lourd. Il faut être très clair. Il n'y a pas d'autre endroit aujourd'hui à Forêt où c'est possible. Les 3 sites ont été étudiés. On rêverait que ça reste au Marien. Ce n'est pas possible. Et donc, s'il y a un endroit où c'est possible, à l'heure actuelle, c'est effectivement au Belt. Ouais. Alors, Madame Delavelay, dans votre programme, vous dites aussi on souhaite maintenir le club de l'Union Saint-Gilloise à Forêt, mais on doit étudier toutes les options possibles, puisque finalement, vous vous retrouvez aussi avec un cahier des charges énorme pour que cette construction puisse se faire, puisqu'on rappelle aussi qu'on est dans un site qui est inondable et qui a quelques soucis à ce niveau-là. Est-ce que vous y croyez encore, vous ? Non, d'ailleurs, si vous lisez bien notre programme, on va un petit peu plus loin que ça. Je voudrais d'abord commencer... Donc vous pensez que ce n'est pas le bon endroit, le BEMT, si je vous comprends bien? On pense que ce n'est pas le bon endroit et je vais vous expliquer pourquoi dans une seconde. Je voudrais d'abord juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. On nous dit qu'il n'y a pas d'autres options possibles. Si on rentre dans le schéma financier des investisseurs du club, qui sont des investisseurs de Brighton, qui viennent avec une demande d'un business plan de 15 000 places. Ce qu'il faut, c'est avoir un stade qui remplit les normes UEFA. Personne n'a dit que ça devait être 15 000 places. Ça, c'est le desiderata des investisseurs du club. Aujourd'hui, le stade Marien a été rénové avec de l'argent public en 2018. Il pourrait être encore rénové pour remplir les normes UEFA et pouvoir... Donc le maintien à cet endroit, alors. C'est une option qui n'a jamais été même considérée par les investisseurs. Et pour répondre à la question fondamentale du BEMT, les citoyens qu'on a entendus il y a une seconde viennent avec certaines préoccupations qui sont réelles, qui sont le fait que c'est une nappe phréatique affleurante, c'est un vrai problème, on a des problèmes d'inondation dans le bas de forêt et ça va avoir un effet. Des problèmes infrastructurels, on a parlé mobilité ou accessibilité, notamment sur 2e Amérique britannique, mais pour nous, la question fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de foncier à Bruxelles, on n'a plus de foncier à Forêt. Chaque fois qu'on a un contrat de quartier, on achète à prix d'or chaque mètre carré pour refaire des infrastructures publiques. Aujourd'hui, on doit se poser la question, est-ce qu'il faut encore céder du terrain public pour un projet privé qui ne répond pas aux 2 crises principales des Forestois et des Forestoises, qui sont la crise sociale et la crise environnementale. Donc on ne pense pas aujourd'hui que céder un terrain public pour ça soit la première priorité. Et je le dis avec tout l'amour que nous avons malgré tout pour notre club. Voilà qui est clair. Monsieur Pecker, le maintien à l'endroit, vous y croyez, vous, de l'Union, dans son stade actuel? J'ai du mal à y croire. Je veux dire, et puis il faut voir aussi la pérennisation du club. Et je pense que le club a besoin de plus de place que ce que le stade Marien peut lui proposer. Même en agrandissant, je pense que les plans les plus grands parlaient de 8 000 places maximum au Stade Marien. Ils sont déjà à 6 000 7 000, donc c'est pas grand-chose. Maintenant, moi je suis assez d'accord. On peut, de cet endroit, au Bent, faire quelque chose, d'un stade privé, quelque chose de collectif. Je veux dire, c'est peut-être ça qu'on doit viser, un partenariat privé-public avec les décideurs de l'Union, en leur disant on a des exigences. Vous parlez même de pourquoi pas imaginer la construction d'une piscine, vous dites même, dans votre programme. On dit pourquoi pas, hein, je dis, parce qu'il y a le monstre du Loch Ness. Oui, je sais, je le connais bien, ce projet de piscine, voilà. On en parlait il y a 6 ans. Ouais. Ouais. Et donc, M. de Permentier, le maintien à l'endroit comme
sur le stade actuel, comme le préconise Écolo, en disant que ça n'a jamais été étudié. Est-ce que vous y croyez, vous? Non, c'est pas sérieux dans le sens où, d'une part, il y a effectivement la question de la pérennisation du club, et j'ai pu insister là-dessus avec Charles Piquet dans la presse, mais à côté de ça, il y a également l'étude d'Urban qui démontre bien qu'un agrandissement du stade Maria est tout bonnement illégal. En fait, ça reviendrait à rogner sur le parc du Den, et ça, personnellement, je m'y refuse. Je préfère qu'on réaménage une ancienne bretelle d'autoroute qui accueille maintenant des gravats communaux. Oui, Monsieur Spapen, très rapidement. Très rapidement, même sur 8000 places, ça demande de couler énormément de béton, ça demande de changer truc, ce n'est pas adapté par rapport à la mobilité. Mais je veux être très clair, au BEMT, le problème hydrologique, il va falloir trouver des solutions. Il n'est pas question d'amener plus d'inondations au Forestois. Et donc ça, c'est clair. Mais à un moment, il faut être franc, de dire que sur tous les sites qui ont étudié, c'est le seul qui est plausible. Alors, Monsieur Debert, sur le maintien du stade dans son endroit historique, quel est votre point de vue? J'ai vu des études, effectivement, qui faisaient des scénarios à 8 000 personnes, 12 000 personnes, 15 000 personnes. Effectivement, dès qu'on dépasse les 8 000 personnes, eh ben, on doit rogner sur le parc. Et donc, en fait, on se retrouve avec des problèmes qui sont significativement les mêmes que ceux du BEMT, où on a des zones vertes qui sont menacées. Donc, je pense qu'aucune des deux options n'est idéale. Et dans les deux cas, il y aura des problèmes. C'est bien toute la difficulté de ce dossier. Mais je voudrais quand même clarifier, parce que j'ai quand même lu dans le programme de Vorreut, puisque je m'adresse ici à la majorité sortante, pour les communes bruxelloises, que Vorreut soutient, je vais le lire, soutient la commune de Forêt dans ses négociations avec le club pour la vente du terrain. Donc c'est ça que je voulais dire au début. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent en coulisses, qui ne sont pas claires, qu'on entend parfois des choses sur les plateaux. Et puis là, d'après Vorreut, qui a quand même été impliqué fortement sur le dossier au niveau régional, on a l'impression que c'est déjà vendu. Une réponse rapide, Madame Delavellière. Est-ce qu'il y a des négociations en coulisses? Je ne peux pas parler à la place de Vorreut, bien entendu. Il n'y a pas de négociation en coulisses, aucune. La majorité a travaillé de façon concertée pour obtenir les réponses à toutes leurs questions, et certaines, on les attend encore, en négociation avec la région, qui effectivement, à un moment, s'est montrée un petit peu envahissante sur le dossier, en disant, bon, manifestement, Forêt a trop de questions, on va essayer de les pousser un petit peu. En attendant, on est aligné simplement sur notre vision d'écologiste. Ça reste, on ne cède pas un terrain public aujourd'hui pour une des finalités très privées. Rapidement, parce que vous êtes en avance sur le temps de parole. Mais clairement, la secrétaire d'État, et ça n'a pas été caché, on en a fait référence au conseil communal et même dans des commissions, la secrétaire d'État, et donc Vorreut au niveau régional, a souhaité pouvoir aider la commune de Forêt dans la négociation ou à amener des solutions. Ici, on est quand même dans une élection locale. Alors, on va parler de l'avenir d'un autre site dont la prochaine majorité devra se préoccuper, sans doute. C'est l'avenir du site d'Audi-Brussels. La perspective de la fermeture de l'usine se précise et pas sûr qu'un nouveau repreneur investisse le site. Alors, quel projet y développer à l'avenir? Je vais vous donner la parole. Monsieur de Permentier, vous êtes en retard sur le temps de parole. Alors, si d'aventure, il n'y a plus d'activité industrielle à cet endroit, qu'est-ce qu'on fait de ce site si au départ et s'il n'y a pas de repreneur? Alors, la priorité, c'est de conserver une activité industrielle sur le site. Ça fait partie de l'histoire de Forêt. On a eu VOE, on a aujourd'hui Audi. Je pense que c'est important pour le tissu socio-économique forestois de compter toujours sur cette partie industrielle dont on est fier. À côté de ça, si on ne parvient pas à retrouver un repreneur, moi je n'ai pas envie de développer un chancre à Forêt comme on en connaît à Charleroi ou à Genk. À côté de ça, aujourd'hui, on a clairement une crise du logement. On doit pouvoir aussi envisager, une fois qu'on aura constaté l'impossibilité de développer de l'industrie sur ce site, eh bien, de la façon dont on pourra amener un nouveau dynamisme urbain avec peut-être de nouveaux quartiers. Donc un nouveau quartier avec toutes les fonctions qu'on pourrait y trouver. C'est un terrain privé, ça reste un terrain privé. Tout à fait, mais voilà, comme je le dis, j'ai pas envie d'un Genk ni d'un Caterpillar. Sur la même antenne, tu disais que c'était indécent de penser au futur et d'éventuellement y mettre des logements. La question est clairement posée ici. Puisque si on ne peut pas préserver une activité industrielle, qu'est-ce que tu veux faire, Charles? Tu veux un Caterpillar à Forêt? Absolument pas, non, j'assume tout à fait la position. Alors, Monsieur Debert, si d'aventure Audi décide de quitter définitivement les lieux, s'il n'y a pas de repreneur qui se précise, qu'est-ce qu'on fait du site? J'ai l'impression que parfois, quand j'entends des gens dire qu'il faut maintenir, des partis dire qu'il faut maintenir l'activité industrielle, c'est pour la forme, et en fait, on voit qu'on pense déjà au plan de logement après. On ne veut pas être dans cette étape avec le PTB. On veut vraiment maintenir une activité industrielle. Alors, on sait que les négociations se sont mal passées avec la direction. On voit qu'il y a une rupture de confiance entre les travailleurs, les syndicats et la direction. Et nous, on plaide pour que le gouvernement fédéral dépêche un ministre pour chercher un repreneur. Donc, le gouvernement fédéral doit être beaucoup plus à l'initiative qu'il ne l'est aujourd'hui. Je rappelle que c'est quand même un site qui a bénéficié de beaucoup de subsides
public, 157 millions. On a besoin d'une activité. Mais si ça ne se fait pas, qu'est-ce qu'il faut sur le site, selon vous? On veut maintenir une activité industrielle et on veut un moratoire sur la fermeture tant qu'il n'y a pas de plan industriel sérieux au niveau belge et européen. Parce que notre priorité à nous n'est pas de construire du logement, c'est de maintenir l'activité, de maintenir l'emploi. Et alors, j'anticipe peut-être sur ce que mon collègue va dire ici au niveau des engagés, sur le droit de préemption du site. Oui, non, mais parce que c'est important, je sais que ça circule, mais on parle d'un droit de préemption pour le payer au prix du marché. Ça, c'est pas la vision non plus qu'on a au niveau du Donc le droit PTB. de préemption, c'est les pouvoirs publics qui rachèteraient le terrain et le site. Mais... Oui. Monsieur Pecker, vous imaginez déjà aussi dans votre programme l'avenir potentiel du site. Vous parlez d'industrie locale, d'infrastructures sportives et pourquoi pas des infrastructures collectives comme du logement social. Tout à fait. Mais voilà, donc moi je comprends que de mon côté gauche, on est encore dans la lutte, mais gouverner c'est anticiper aussi. Et l'activité, je veux dire, quoi qu'il arrive, va se réduire d'une façon ou d'une autre sur ce site, malheureusement. Et ça reste un drame humain, on est là pour le souligner. On est aux côtés des 3000 travailleurs, des 300 forestois qui sont concernés, aux côtés des personnes intérimaires qui ont disparu de la carte entre nous, je veux dire, ou en tout cas qu'on n'entend plus beaucoup parler. Mais ce qui nous inquiète aussi, c'est que la commune de Forêt semble bypasser. Je veux dire que tout le monde discute d'Audi-Forêt sans, je veux dire que finalement, je veux dire, les acteurs de terrain, sans que les personnes qui connaissent ce qui se passe à Forêt soient réellement intégrées aux discussions. Et je le dis pour les autres partis, mais je le dis pour le mien aussi. Je veux dire, quand on a notre député bruxellois qui vient nous parler du droit de préemption, excusez-moi, de préemption, que je ne me trompe pas, voilà, c'est une très bonne idée, on la soutient, mais on aurait bien voulu en discuter aussi ensemble et voir un petit peu ce qu'on pouvait mettre en œuvre. Ouais. Voilà. Alors je vais vous demander de répondre très rapidement parce que vous êtes en avance sur le temps de parole. Monsieur Spapen, est-ce que la commune est bypassée et parlons déjà d'avenir. Est-ce qu'il faut déjà imaginer l'avenir potentiel du site sans Audi Brussels et sans repreneur? C'est impossible de penser à ce site sans penser à toutes les familles qui sont touchées, que ce soit dans les travailleurs, les intérimaires ou les sous-traitants, premièrement. Mais moi, je suis aussi échevin de la planification urbaine et je suis candidat bourgmestre. Donc, effectivement, on doit avoir des réflexions sur ce site. Pour notre parti, que ce soit au niveau local ou au niveau national, c'est hyper important de garder de l'industrie. On a un site ici suréquipé en termes d'industrie automobile. Donc, s'il y a un repreneur automobile, il faudra y réfléchir. Mais on a aussi un site occupé par une multinationale qui prend 10% du territoire et on pense qu'il faut en finir avec ces multinationales et qu'on a de très nombreuses petites et moyennes entreprises à Bruxelles qui pourraient avoir la place sur ce site en préservant probablement le même nombre d'emplois. Et donc industrie à 100%, si je vous ai bien compris. Non, pas du tout. Oui, très rapidement, s'il vous plaît. Donc c'est très important de pouvoir garder de l'industrie avec tous les atouts du site, mais maintenant, on est juste à côté du cœur de Forêt. Et donc il nous semble évident d'avoir des logements qui viennent dans le cœur de Forêt et d'étirer le parc de l'Abbaye pour en faire un vrai parc qui irait reprendre les logements de Marguerite Bervout. Mais ça nous semble une vision. Monsieur de Permentier. Oui, moi je ne suis pas en croisade contre les multinationales. Je pense que, par exemple, Deleuze vient de s'installer à Forêt. Je pense qu'il y a également Live Nation avec Forêt Nationale. Je pense qu'on doit traiter nos partenaires avec respect et justement se réjouir qu'ils veulent investir à Forêt. Alors évidemment, je déplore le départ d'Audi. Je pense qu'effectivement, c'est un drame. On a pu insister lourdement là-dessus au niveau du conseil communal. Mais à un moment donné, je pense aussi un petit peu de décence par rapport à celles et ceux qui veulent... plutôt les indépendants et les petites et moyennes entreprises et que vous défendez les multinationales. Vous êtes en train d'exploser votre temps de parole, monsieur Spapen. Je pense que moi, je pense surtout à l'emploi à Forêt et à toutes ces personnes qui dépendent de près ou de loin de ces acteurs économiques, que ce soit les multinationales ou des indépendants. Aujourd'hui, Forêt Nationale, elle accueille beaucoup de jeunes forestois qui viennent faire des petites heures justement pour arrondir les fins de mois. Et donc, je serais vraiment dévasté que ces acteurs-là, certes, ce sont peut-être des multinationales, mais investissent notre commune et permettent à beaucoup de forestois de s'en sortir. Alors, Séverine Delavelay, qu'est-ce qu'on fait avec ce site ? Toujours dans l'idée qu'il n'y a pas de repreneur et qu'Audi arrête les activités. Je vais quand même redire que notre souhait le plus important comme écologie, c'est la réindustrialisation de l'Europe et donc de la Belgique et donc de Bruxelles. Donc il faut que ce site reste un site productif au service de l'avenir économique de notre continent et de notre pays. Ça, c'est la première chose. S'il n'y a vraiment aucun repreneur, alors c'est effectivement 10% de notre territoire. Il faut qu'il reste productif avec peut-être
un morcellement entre différents acteurs de type PME ou autres entreprises qui offrent de l'emploi. Et pourquoi pas repenser la partie vraiment centrale. Mais quelque chose qui n'est pas dit ici, c'est que ce site, il est évalué à 400 millions d'euros. Et donc, il va falloir que la commune ne va pas pouvoir acheter même pas un morceau du site. Il faut dire la vérité aux forestois et aux forestoises. Donc, ça va être la région. Mais ce que j'entends dans les futurs de la région bruxelloise, c'est des politiques d'austérité aussi. Alors, moi, j'attends de voir où on va sortir de l'argent pour récupérer ce site. Mais ça va être compliqué. Et d'ailleurs, autre aspect un peu administratif, mais qui est important, il faudra changer le PRAS, parce que pour l'instant, c'est uniquement donc c'est le plan régional d'affectation absolument. du sol. Mais nous sommes ouverts à ça, ouais. et nous sommes ouverts à toutes les bonnes idées pour faire de cet endroit quelque chose d'utile pour Forêt. Alors, il y a quand même pas mal de projets, Forêt. Il y a aussi l'ancienne prison. Que va devenir cette ancienne prison? C'est aussi un véritable morceau de ville qui va subir une profonde mutation. Alors, sous quelle forme? C'est la question qu'on va évoquer maintenant. Je commencerai avec vous, Monsieur Debert et Monsieur Pecker, puisque vous êtes en retard sur le temps de parole. Alors, vous dites, Monsieur Debert, dans votre programme, du logement et du logement 100% public. Oui. On dit un peu plus que ça, mais... Oui, c'est pour ça. Je lance la question et puis vous complétez. Je vais développer, mais... Donc j'ai dit au début qu'on avait effectivement déjà depuis 18 années les mêmes partenaires de majorité. Il y a 18 ans, le taux de logements sociaux à Forêt était de 5,5%. Je ne sais pas si vous savez à combien il est aujourd'hui. 5,5%, le taux de logements sociaux. Je ne compte pas là-dedans les aides à l'acquisition, etc. Donc il y a tout un débat sur les chiffres, mais le taux de logements sociaux, c'est 5,5%. Donc c'est 5% pour vous et c'est 9,5% pour Madame. Non, mais vous pouvez aller vérifier les chiffres en ligne, c'est 5,5%. Donc c'est les vrais logements sociaux et puis il y a peut-être ceux, vous ajoutez peut-être ceux de l'AIS, de l'Agence immobilière sociale. Non, les logements publics. Oui, comme à Berwood, des logements qui ont été achetés, mais ça pour moi, ça n'est pas des logements sociaux. Mais peu importe, il y a des projets qui ont été faits par la majorité, c'est pas ça que je veux remettre en question. Il y a eu beaucoup de logements privés qui ont été construits, et c'est ce qui fait que le taux de logement n'augmente pas, logements sociaux n'augmente pas dans la commune. On a une crise du logement qui est énorme, et donc on a besoin d'avoir des projets d'ampleur pour pouvoir répondre à cette crise. On a notre dernier grand site public sur Forêt-Saint-Gilles, c'est le site de la prison. Et donc on est très content d'avoir réussi à faire voter une motion au conseil communal de Forêt, qui a été votée par Écolo PS en opposition à une motion du MR qui prévoyait une privatisation d'une partie du site, pour préserver ce site à 100%, pour que ce site reste public et pour qu'on y développe des logements publics et sociaux, moitié-moitié, mais aussi plus largement des espaces verts, des services publics, des infrastructures collectives, etc. Oui, alors Monsieur de Permentier, ce site ne doit pas rester public, il peut être vendu au privé? Écoutez, on parle de 700 à 1100 logements. À un moment donné, quand vous faites le compte de 2 à 3 personnes par famille au bas mot, à un moment donné, je pense qu'on doit se poser la question de la soutenabilité de notre solidarité. Aujourd'hui, Forêt connaît une augmentation croissante de son nombre de personnes qui sont au CPS, c'est une constante dans plusieurs communes. Aujourd'hui, on doit faire ce qu'il est possible à notre échelle pour ramener aussi des personnes qui peuvent contribuer à la fiscalité forestoise sans non plus que cette fiscalité ne pèse que sur quelques épaules. On a Audi qui s'en va, c'est une perte de 4 millions. Aujourd'hui, comment est-ce que vous allez financer 2000 nouveaux habitants à Forêt qui seraient dans des logements sociaux? Et je ne fais pas de la gentrification, je pense qu'il faut un mix entre privé et du social parce qu'il y a une réelle crise du logement à Bruxelles, mais à un moment donné, on ne peut pas non plus continuer à dire aux forestois que la fiscalité va continuer à croître parce qu'en fait, il y aura des besoins en termes de crèches, d'écoles. Donc, quelle partie de logement public sur le site, alors, pour vous, idéalement, Monsieur de Permentier? Écoutez, je ne vais pas m'engager dans des pronostics. Le site, pour l'instant, appartient toujours à la régie des bâtiments. Je pense que ça devra faire l'objet d'équilibrage, mais il me semble indispensable que le privé puisse acquérir une partie du site, justement pour garantir un équilibre et une soutenabilité de notre solidarité. Alors, Madame de Lavelay, est-ce que ce site doit rester 100% public? Vous êtes en avance sur le temps de parole, je vous demanderai une réponse brève. Oui, on a voté une motion en 2022 disant 100% public avec 50% de social. Les besoins de logements accessibles sont criants. On ne va pas se disputer du coup sur les chiffres, mais c'est les logements sociaux ou à finalité sociale avec les mêmes tarifs. On est à 9,5. C'est pas encore bon, mais on a bien évolué, effectivement. Mais attention, c'est pas que du logement, c'est un écoquartier avec des infrastructures publiques, avec une débétonisation du site pour que ce soit vraiment un lieu agréable et ouvert sur la société, et un musée. C'est important de garder des traces de ce que les gens ont vécu dans les prisons. Alors, Monsieur Pecker, est-ce qu'il faut plutôt vendre une partie au privé pour réattirer la classe moyenne à Forêt, ou alors plutôt privilégier le logement public?
Alors, on est dans une approche mixte. Il faut vraiment, pour nous, on pense que les deux ne sont pas incompatibles. C'est une belle opportunité et c'est quelque part une chance unique dans ce quartier de pouvoir justement aller vers de la mixité. Nous rappelons aussi quand même qu'il y a encore 500 détenus dans la prison de Saint-Gilles et qu'il y a une maison d'arrêt, je veux dire, à Berkendal, qui fait un super boulot, je veux dire, avec les petites peines. Un bon boulot de réinsertion, donc il va falloir quand même aussi penser à tout ça, dans le sens où on nous promet que les 500 détenus devraient intégrer Aaron pour la fin de l'année. Rien n'est moins sûr. Et quand vous parlez de mixité, c'est quoi, 50-50 ou plus de privé, plus de public précisé? Moi, je pense qu'on doit rester dans le 5. Nous pensons que nous devons rester dans le 50-50, dans le sens où, de toute façon, il faut financer, je veux dire, et que les finances publiques, je veux dire, elles sont ce qu'elles sont, et l'argent, on ne va pas le trouver, je veux dire, en dessous des arbres. Donc, on est vraiment dans ce développement de commerce de proximité, peut-être même délocaliser certaines fonctions de l'administration publique pour les rendre un peu dans le haut de forêt aussi. Et voilà, comme je l'ai dit, logement mixte, privé, social. Et on pense que c'est... Oui, monsieur Spapen, une réponse brève, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai voté la même motion, donc clairement 100% de logements publics. Public ne veut pas dire sociaux. À un moment, pour maintenir la classe moyenne, il faut mettre aussi des logements publics à disposition. Donc par exemple, comme des logements CityDef. Exactement. Ouais. Et évidemment, un écoquartier, mais comme ça a été dit par ma voisine, et j'insiste vraiment sur le musée carcéral, parce que je pense que c'est très très important de pouvoir avoir ce type de projet aussi. Oui, monsieur Debert, vous me redemandiez la parole. Oui, je voulais juste dire, parce qu'effectivement, la question des finances est importante, mais le secteur du logement est un secteur rentable. Et il faut arrêter de donner tout ce qui rapporte au privé et de garder pour le public ce qui sont les sociétés de logements sociaux uniquement. On dit 50-50 publics et sociaux justement pour avoir un plan financier qui tient la route avec des investissements, mais au final un projet qui sera autofinancé par les rentrées qui permettront ces logements qui viseront plutôt la classe moyenne. Oui, comme à Vienne, comme ça fonctionne à Vienne, très bien. Oui, allez-y. Mais avant d'autofinancer, je veux dire, l'argent, il fait où pour construire ces logements? Vous allez chercher où? Il faut effectivement un plan d'investissement, c'est ce que j'ai dit, mais un plan d'investissement, il y a un retour sur investissement, et ça, ce sera les logements. Oui, monsieur Depermontier. Moi, je vise les standards régionaux, donc je pense effectivement qu'on doit travailler à développer davantage de logements sociaux, également plus de logements publics qui permettent à la classe moyenne, et en particulier à des jeunes, d'acquérir la forêt, mais je pense aussi qu'il y a dans ce projet suffisamment de mètres carrés pour permettre au privé de s'y développer, tout comme développer de l'économie locale avec des commerces et des infrastructures collectives. Donc effectivement, je pense que tout le monde peut trouver sa place dans ce projet, mais je pense que mettre autant de logements sociaux sur ce site, ça va cristalliser les tensions avec les riverains et ça pèsera aussi sur les finances communales parce que ce sont moins de recettes fiscales. Alors on va passer au volet sécurité, si vous le voulez bien. Forêt n'a pas échappé aux fusillades, aux échanges de tirs, aux règlements de compte ces derniers mois. Certains quartiers, la place Saint-Antoine notamment, sont sous la coupe du trafic de drogue. Des perquisitions y ont d'ailleurs été menées en septembre. Alors, quelles solutions face à ce problème? Quelles sont les propositions de nos candidats en matière de sécurité? On va le voir maintenant. Alors, monsieur Pecker, en matière de sécurité, quelles sont vos propositions? Parce que dans tous vos programmes, on trouve un renforcement de la présence policière sur le terrain. Est-ce que ça suffira pour apaiser certains quartiers? Non, ça ne suffira pas. Et on rappelle que la sécurité, évidemment, est un droit fondamental et doit pouvoir passer outre les querelles partisanes sur ce sujet-là. En tout cas, en ce qui concerne la sécurité des Forestois et des Bruxellois. La sécurité, c'est deux modes d'intervention incontournables. Évidemment, c'est la répression et la prévention. La répression, on en a parlé, il faut plus de police dans les rues, il faut refinancer, je veux dire, la police, et ça tombe bien parce que c'est dans le programme des engagés sur lequel on a été élu au mois de juin. Il faut revoir la norme CUL. La norme KUL, donc c'est ce qui permet de fixer le nombre de policiers en fonction de la population. Exactement. Et nous appelons à une police de proximité, une police présente dans les quartiers, qui connaît les habitants de Forestois, qui dialogue avec les Forestois. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, je dis juste qu'ils ne sont pas assez nombreux pour le faire de manière plus importante. Voilà, ça ce sont les constats. Et évidemment, il y a aussi tout le volet préventif. On doit soutenir les écoles, soutenir les clubs sportifs qui s'occupent de nos enfants, qui inculquent le respect pas de l'autorité, mais en tout cas des forces de sécurité, qui viennent à notre secours quand on en a besoin, que ce soit la police, que ce soit les ambulanciers, que ce soit les pompiers. Je veux dire, ces gens font un métier formidable qu'il faut respecter et valoriser aussi.
Oui, Simon Debert, on retrouve des points que développent les engagés, on les retrouve aussi dans votre programme du PTB. Vous parlez de renforcement des équipes de police de proximité, de gardiens de la paix, de bureaux de police aisément accessibles. Même question, est-ce que ça suffira quand on connaît la difficulté pour lutter contre le trafic de drogue ? Non, ça ne suffira pas tant qu'on ne s'en prendra pas à la source. Et donc là, je voudrais quand même rappeler... On change d'échelon et plusieurs autres intervenants l'ont fait sur votre plateau, mais je pense que c'est important parce que le MR ne parle que de la sécurité pendant cette campagne. Les coupes que le MR a fait quand il était au gouvernement avec la NVA dans la police judiciaire, dans les douanes, dans les inspecteurs de la grande fraude fiscale font qu'aujourd'hui, la drogue rentre très facilement en Belgique. Il n'y a qu'un container sur 20 qui est contrôlé au port d'Anvers, ça c'est la source. Je vous ramène aux compétences communales. Ouais. Alors, je vous donnerai la réponse parce que c'est une attaque qu'on fait très souvent. On paye les conséquences au niveau local de choix qui sont faits plus haut, donc c'est important de le rappeler. Il y a autre chose, il y a des quartiers qui ont été pas assez au centre de l'attention, je pense, ces dernières années. Vous avez parlé de Saint-Antoine, c'est le quartier où j'ai grandi, c'est là où mes filles vont à l'école. Beaucoup d'habitants de Saint-Antoine me disent qu'ils ne se sentent pas écoutés, qu'ils ne se sentent pas suffisamment inclus, qu'il manque de présence, que ce soit les services de prévention. Il y a tout un monde associatif qui fait énormément de choses. Donc on a besoin de renforcer tout ce tissu social. Et après, il y a le volet effectivement police. Il manque 200 policiers dans la zone police midi. On a besoin de ces policiers, mais pour faire un travail de prévention. Pas des Robocop qui viennent après, quand il y a eu des problèmes, des gens qui sont là avant pour anticiper. Alors, Monsieur de Permentier, c'est vrai qu'on renvoie souvent aux coupes sombres qui ont été faites du temps du gouvernement MR-NVA et certains craignent aussi les conséquences à long terme de cela. Alors, votre réponse par rapport à ça, avant d'en venir à vos propositions communales? Ça a été exprimé, c'était au temps du gouvernement MR-NVA. Depuis lors, il y a eu un gouvernement Vivaldi qui regroupe 3 partis autour de la table. Demain, il y aura un gouvernement Arizona qui a fait de la sécurité sa priorité. Je pense que les choses sont faites aujourd'hui pour faire la sécurité la priorité numéro 1 et j'espère bien que le prochain bourgmestre, quel qu'il soit, aura à cœur de développer la sécurité à Forêt parce qu'aujourd'hui, quand je constate que la majorité sortante a validé la fermeture du commissariat et n'a pas développé le nombre de caméras de sécurité, eh bien, les Forestois expriment un manque de sécurité légitime, ou en tout cas un sentiment d'insécurité. Vous devez savoir que sur la zone entière de la zone midi, on a 139 caméras de la zone de police. Forêt n'en compte que 18. Là, je pense aussi qu'il y a un tabou qui doit sauter. Alors, ça ne règle pas tout, mais ça participe à un sentiment général de sécurité. On souhaite également avoir 4 patrouilles en permanence sur Forêt et Saint-Gilles. Actuellement, c'est Anderlecht qui a la part du lion. Je ne trouve pas ça normal, le contribuable forestois non plus. Donc, on doit vraiment travailler main dans la main avec ça. Et j'en reviens à la pique du PTB en disant on ne veut pas de Robocop dans les rues. À un moment donné, ça me fait bien rire. Pendant 6 ans, le PTB à la zone de police a voté systématiquement contre le fait d'équiper nos policiers avec des armes, des menottes ou même des gilets pare-balles. À un moment donné, moi je regrette, mais quand ils se retrouvent en intervention, moi j'ai pas envie de policiers qui sont tout nus et désarmés. Oui, réponse rapide, non, monsieur Debert. C'est faux, on a voté pour la plupart des équipements. Il y a juste sur les questions des armes de guerre où on a voté contre. Et c'était avant la séquence actuelle, je rappelle. Oui, alors, Monsieur Spapens, quand on entend l'opposition, on parle de quartiers qui n'ont pas fait l'objet d'assez d'attention. On parle de fermeture de commissariats. Est-ce qu'il y a eu des lacunes en matière de sécurité durant cette législature ? Je pense qu'on est face à une crise relativement globale et pas uniquement à Forêt. Je rejoins quand même qu'il y a un problème de sécurité à Forêt. Je veux dire, on est au contact tout le temps des gens. C'est dramatique la situation que certains vivent. Alors on stigmatise toujours un quartier. On dit que les caméras vont tout solutionner. Mais par exemple, c'est dans ce quartier-là qu'il y a le plus de caméras. Et des fois, il y a des choses qui se passent sous les caméras. Donc ce n'est pas la solution miracle. Mais évidemment, si la zone de police nous dit qu'à des endroits c'est important, on ne fera pas de l'idéologie au prix de la sécurité. Sur la réouverture du commissariat, c'est quelque chose qu'on a toujours tenu. Oui, on est pour la réouverture d'un commissariat. Ce n'est pas spécialement et uniquement pour que le commissariat soit ouvert 24 heures sur 24, mais c'est aussi pour que des voitures d'intervention partent de Forêt. Parce que ça, c'est un réel problème aujourd'hui. C'est que les voitures partent d'Anderlecht. Par rapport à la police de proximité, on pense qu'il manque de nombreux policiers. Il y a un sous-financement. Quand la présidente de Défi dit hier dans son interview, surtout ne votez pas MR parce que ce qu'ils veulent faire dans la réforme de la police où ils veulent continuer à sous-financer, c'est quand même un message à entendre et c'est peut-être plus audible que quand c'est nous qui le disons. Par rapport à ça, on peut faire une... On renvoie à votre partenaire, Défi par rapport mais sur les enjeux... Mais sur les enjeux... le commissariat, c'est Écolo-PS.
Donc c'est typiquement des enjeux locaux. À un moment, non, mais sur la responsabilité de la fermeture, monsieur Spapel. moi, je suis désolé, mais nous ne siégeons pas, le PS de Forêt, au collège de police. C'est une question d'organisation. Et donc ces réorganisations, elles peuvent être faites. C'est comme la police de proximité. Les agents de quartier font un travail formidable. Il en manque énormément à Forêt. Et donc, dans la réorganisation, il doit y avoir de plus nombreux agents de quartier. Et par contre, il est aussi extrêmement important d'avoir des patrouilles nuisances publiques et qu'on remette ça. Mais par rapport au problème de la toxicomanie, et je voudrais insister là-dessus, c'est un plan santé qu'il faut. Parce que tant qu'on ne solutionnera pas ça au niveau de la santé, on court vers la catastrophe. C'est des gens qu'il faut traiter comme des malades. Alors, Madame Delavelay, sur la fermeture du commissariat qui vous est reprochée finalement par l'opposition, MR en particulier, est-ce qu'il y a eu une erreur dans ce domaine-là ou est-ce qu'on n'a pas pu faire autrement ? Donc, les 3 bourgmestres de la zone, donc 2 socialistes et une écologiste, effectivement, ont dû travailler à mettre un maximum de femmes et d'hommes de police sur le terrain. Et quand le chef de corps dit « Moi, je ne veux pas, pour l'instant, avec mes effectifs actuels, encaserner mes forces de police dans 3 commissariats et on va les regrouper dans un commissariat », je ne pense pas qu'un bourgmestre ou une bourgmestre puisse dire « Vous avez tort, vous évaluez mal où vos forces de police doivent être mises ». Donc on suit et on soutient notre chef de corps qui fait le travail dans les conditions qui sont les siennes. Ceci étant, il faut aussi... Alors il est vrai que les femmes et les hommes de terrain pendant la nuit doivent parfois retourner à Anderlecht pour faire les PV, mais ils circulent. Et quand on les appelle, ils ne partent pas tous d'Anderlecht pour arriver sur le territoire forestois. Il ne faut pas grossir le trait non plus. Mais par contre, je voudrais revenir au problème fondamental et je vais rejoindre certains de mes collègues. On ne réglera jamais les problèmes de grand banditisme sur notre territoire uniquement avec notre police de proximité. Notre police de proximité a 9 missions et dans les 9 missions, il n'y a pas la lutte contre le narcotrafic. Ça se fait au niveau de la justice et de la police judiciaire qui a été définancée pendant 20 ans, refinancée un petit peu mieux sous la Vivaldi, Monsieur Pierre. Mais ceci étant, il faut avancer. L'autre volet sur lequel il faut travailler, c'est la santé publique. Et c'est la lutte contre la pauvreté. Si on ne veut pas que des gens finissent par utiliser du crack dans nos quartiers, il va falloir les prendre en charge. Et ça, ce n'est pas non plus la commune qui peut le gérer tout seul. Donc on a vraiment besoin que le futur gouvernement fédéral qui annonce de l'austérité et dans les coupes dans les services publics prenne leur part de responsabilité. Sur le terrain, notre bourgmestre travaille tous les jours avec la police et il y a des résultats. 2 énormes interventions de police en moins de 4 semaines dans le quartier Saint-Antoine, sur l'unique hotspot de notre commune. Et on voit déjà les résultats positifs sur le terrain. Ouais. Alors Cédric de Permentier, on vous renvoyait aussi à votre finalement à Défi qui est dans votre liste et qui aurait un discours différent suivant que ce soit Madame Rohny ou votre colistier qui parle. Pas du tout. Avec Mark Lowenstein et l'ensemble des candidats, nous sommes parfaitement alignés. La sécurité est la priorité numéro 1, avec la fiscalité et la propreté. Et nous remettrons de l'ordre dans la zone de police via un audit, ce qui permettra de dégager les moyens suffisants pour réaffecter du personnel à Forêt, puisqu'on paye presque un tiers du budget de la zone. Bien, je trouve qu'on devrait avoir un tiers du service. Parce que pour ceux qu'on paye aujourd'hui, ces moyens-là sont à Anderlecht, ça a été expliqué. Moi, je ne trouve pas normal que le Forestois doive attendre qu'une patrouille vienne d'Anderlecht, ou même de devoir se déplacer à Anderlecht si le besoin Madame en est. Delavelay disait que toutes les patrouilles ne partaient pas d'Anderlecht. Hein, donc, bonne chance à celui qui appelle la police de l'avoir rapidement. Ouais. Donc, à un moment donné... Elles partent effectivement pas toutes d'Anderlecht, mais c'est quand même très important de pouvoir relocaliser ça, et ça va probablement s'améliorer aussi avec le nouveau commissariat. Oui, parce que quand Madame Delavelay disait que c'est une décision du chef de corps par rapport à ça, sur la fermeture d'un commissariat, comme il manque des agents, est-ce que vous pouvez dire, effectivement, on rouvrira, quoi qu'il arrive, ces commissariats? L'autorité sur le chef de corps, M. Pesès, le collège des bourgmestres. Donc, à un moment donné, ça ne sert à rien de jouer aux dupes. Il y a une autorité politique qui a le pouvoir d'impulsion et qui discute effectivement avec le chef de corps, mais si les bourgmestres en font une priorité, c'est une priorité, et ça s'arrête là. Oui, Madame Delavelay, une réponse rapidement. Si le bourgmestre de Saint-Gilles et la bourgmestre de Forêt acceptent de façon temporaire une fermeture, c'est pour avoir plus de femmes et d'hommes de police dans nos rues, pour ne pas les... Monsieur Pierre, vous êtes de mauvaise foi, et ceci étant, je pense que tant nos collègues Saint-Gillois que nous à Forêt, on est évidemment favorables à rouvrir les commissariat, mais attention où on met nos forces de police. Oui, Monsieur Pecker, par rapport à ce discours sur la réouverture nécessaire de ce commissariat. C'est dans notre programme, je dirais, il faut vraiment qu'il y ait un commissariat ouvert. Alors, je ne dis pas forcément
à Forêt, mais en tout cas plus près de Forêt. Et il y a peut-être des zones limitrophes entre Saint-Gilles, Forêt et Anderlecht qui pourraient servir à ça aussi. Mais on plaide évidemment pour une réouverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toute l'année d'un commissariat de proximité. Alors, on va parler circulation maintenant et good move. Il y a eu des mailles pour apaiser le trafic. Il y en a eu à Forêt. Une dans le quartier de Nerstal est en cours de réalisation et une autre devrait voir le jour à l'altitude 100. Alors, que fait-on dans le futur par rapport à ces mailles, par rapport à ces plans de circulation apaisée? Réponse rapide, M. Spapens, en termes de mobilité. Est-ce qu'on fait une mise à plat ou est-ce qu'on continue sur ce qui a été mis en place et annoncé jusqu'ici? Mais comme vous l'avez entendu, il y a quand même, dans votre reportage, il y a quand même plusieurs citoyens forestois qui sont très contents de certaines évolutions. Et donc, il y a des choses qui ont été décidées, même la législature passée. Je pense par exemple à la maille Nerstal. Là, le coup est parti, les travaux sont en cours. On ne va pas remettre encore une fois l'ouvrage sur le métier. Par contre, notamment dans la maille altitude 100. Et donc, la maille, c'est les contrats locaux de mobilité. Au niveau de l'altitude 100, là, on est en cours de remettre un processus participatif. Et comme je l'ai dit, je trouve que le modèle du Conseil citoyen ou le modèle de la Convention écologie en France, c'est-à-dire mettre les citoyens face à des responsabilités, leur dire quels sont les enjeux et écouter les résolutions qu'ils prennent, c'est extrêmement intéressant. Et je pense que dans le cadre de la maille altitude 100, il faudra le faire. Alors, quand je vois votre programme, M. Pecker, vous dites en matière de mobilité une évidence de nuances nécessaires. Ça veut dire quoi, ça? Dites-moi un peu. Mais ça veut dire que vous ne nous trouverez pas contre Good Move et vous ne trouverez pas les engagés dans le Bad Move. Je veux dire que d'autres ont bien utilisé pendant la campagne de juin. Mais on aimerait aller vers quelque chose qui est plus de l'equality move, cette idée que chaque utilisateur de transport soit respecté, en ce compris l'automobiliste. Alors évidemment que c'est un enjeu crucial à Forêt, comme ailleurs dans Bruxelles. Il faut arriver à fluidifier le trafic et il faut faire aussi en sorte que ça respecte un maximum l'environnement. Donc notre volonté est vraiment de se dire, on l'a entendu, on ne va pas remettre les choses qui sont déjà en place en cause, mais on attend, en tout cas en particulier pour la maille altitude 100, qui en plus est dans mon quartier, on attend vraiment et on aspire à cette dynamique participative que les citoyens puissent, je veux dire, s'investir et dire un petit peu ce qu'ils pensent et comment on doit construire la mobilité de demain dans leur quartier. Alors, monsieur de Permentier, est-ce qu'il faut tout revoir? Est-ce qu'il faut une mise à plat et une nouvelle consultation citoyenne pour ces mailles? Tout à fait. Nous souhaitons une mobilité qui s'adresse à tous les usagers et qui n'exclut personne et qui soit réalisée sans dogmatisme. Je m'explique. Ici, on a voté un plan de mobilité dont tout le monde fait l'aveu qu'il n'a pas été assez concerté. Et je le rappelle, qui avait été élaboré dans le cadre d'un contexte Covid, dans lequel beaucoup de personnes âgées ne sont pas retrouvées, n'ont pas pu participer pour des raisons techniques en raison de la fracture numérique. Et aujourd'hui, la situation fait que beaucoup de forestois ne sont pas au courant de ce qui va se passer. Et quand on vous dit, finalement, il y a déjà des choses qui sont prévues, des choses qui sont mises en chantier, les revoir, ça pourrait coûter beaucoup d'argent. Est-ce que finalement, ça, c'est pas un argument qui plaide dans le maintien de certaines de ces mailles? Il y a des travaux qui sont budgétisés, mais dont il revient encore de réaliser. Moi, j'ai envie de travailler avec les forestois, à définir avec elles et avec eux ce qui leur parle pour leur quartier et en collaboration avec le tissu socio-économique dont on sait aujourd'hui que certains projets des mailles communales visent justement à enfermer les gens dans leur quartier et à empêcher les commerçants d'avoir accès à leur clientèle. Et donc, je pense aujourd'hui qu'il est indispensable pour la prochaine majorité de prendre le temps qu'il faudra pour définir sans dogmatisme. Donc on pourra prendre des aménagements qui ont été votés ici dans le cadre du plan communal mobilité, mais également réfléchir à d'autres aménagements qui respectent les aspirations des forestoises et des forestois. Alors Madame de Lavelay, vous êtes très claire dans votre programme, vous dites qu'il faut mettre en œuvre le plan communal de mobilité et les plans locaux, altitude 100, Parvis et Nerstal. Donc vous ne voulez pas qu'on revienne en arrière et qu'on remette l'ouvrage sur le métier? Et non, le plan communal de mobilité, il vise quoi? Une meilleure sécurité routière, avant tout pour les piétons, mais aussi les autres usagers de l'espace public. 2, des transports publics plus efficaces, qui vont plus vite. C'est ce qu'on est en train de faire dans le Bas-de-Forêt et dans d'autres lieux. 3, un meilleur partage de l'espace public entre les différents usagers. Pas mettre des usagers les uns contre les autres, mais que chacun ait sa place dans l'espace public et aussi avoir une réflexion sur des quartiers les plus agréables à vivre possible. Et la 4e chose qu'on vise avec un plan communal de mobilité, c'est protéger les quartiers
quartier, des nafteurs. Il y a 55% des familles à Forêt qui n'ont pas de voiture, mais il y a toujours énormément de voitures qui rentrent dans nos quartiers. Ça, c'est les objectifs d'un plan communal de mobilité. Donc, bien sûr que non, on ne veut pas reculer. Par contre, pour la mise en œuvre des mailles, on continuera à travailler comme on l'a toujours fait, main dans la main avec les Forestois et les Forestoises, à travers des concertations, celle de l'altitude 100. Ça commence par des micro-trottoirs avec les commerçants, les commerçantes et les habitants, et on va travailler pas à pas avec eux pour que ça se fasse comme toujours, sans douleur à Forêt. Alors, Monsieur Debert, dans votre programme, vous dites on s'oppose au plan de mobilité imposé sans concertation. Est-ce que c'est le cas à Forêt? Est-ce que la concertation a été suffisante et sinon, quelle forme doit-elle prendre à l'avenir? Non, la concertation n'a clairement pas été suffisante et donc là, je m'étonne un petit peu des propos d'écolo et de voir qu'il n'y a pas plus de remise en question quand on voit aussi le résultat de juin. Je pense que les deux sont liés. On voit qu'à beaucoup d'endroits, les gens ne se sentent pas écoutés, ne se sentent pas impliqués dans les changements. Je rappelle qu'à Forêt, il y a des gens qui sont réveillés avec leur rue qui était fermée. Hein. Et si, c'est totalement vrai. Il y a eu beaucoup de protestations par rapport à ça. Madame de la Velay dit que c'est faux, en fait. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui... Alors j'entends écolo qui dit on a informé, etc. Mais les gens, quand nous on leur parle, n'étaient pas au courant. Et donc il faut changer de méthode à un moment. Nous on veut impliquer les gens dans les changements qui concernent leur quartier. On a aujourd'hui une ville qui est encore en grande partie dépendante de la voiture. Ça, c'est pas la responsabilité des gens. S'ils doivent accepter de travailler loin, s'ils ne trouvent pas d'école proche de chez eux ou de crèche, etc. Donc dans cette situation-là, nous on ne veut pas uniquement pénaliser les automobilistes. On veut chercher des solutions et investir dans les alternatives à la voiture. Mais en attendant, simplement supprimer des places, fermer des rues comme ça, ce ne sera pas une solution, y compris pour toutes les mesures budgétaires. Hein, parce que je rappelle encore que la carte de riverain va doubler de prix normalement à Forêt maintenant. Donc ça, ce n'est pas la vision du PTB. Oui, sur le prix de la carte de riverain, est-ce qu'il va doubler On n'a pas encore d'accord de majorité. Je pense que je ne sais pas d'où cette information sort. Mais quand j'entends, on ne veut pas simplement limiter les places de parking. Je suis désolée, mais je suis obligée de réagir. Oui, très rapidement. Oui, mais on n'enlève pas des places de parking pour enlever des places de parking. On enlève des places de parking quand c'est nécessaire de créer une piste cyclable, une alternative à la voiture, mettre plus de place pour des transports publics et reverduriser nos espaces publics, ce qui est absolument nécessaire pour la qualité de vie dans les quartiers les plus densément peuplés. On n'enlève pas des places de parking pour le plaisir et on en a créé des nouvelles. Monsieur de Permentier, oui. Il y a des objectifs chiffrés par la région bruxelloise et par elle qui va nous prendre de supprimer 60 000 places de parking, surtout Bruxelles. Aujourd'hui, quand on aperçoit aujourd'hui le réaménagement de l'avenue Victor Rousseau à côté de Forêt Nationale où les riverains sont en tension permanente, eh bien on a supprimé un grand nombre de places de stationnement puisqu'on a supprimé le stationnement en épi pour mettre du longitudinal. Aujourd'hui, les Forestois sont en tension et donc ils ne se sentent pas respectés. Moi, mon objectif, c'est de soutenir les Forestois, mais qui veulent se déplacer selon leur mode de déplacement favori. Et donc, on développera des pistes cyclables sur les grands axes, mais on ne peut pas non plus empêcher les automobilistes de recevoir de la famille ou même de se rendre chez eux. Oui, monsieur Spapen. Mais donc, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Et nous, on voudrait vraiment repartir d'un dénominateur commun. On est tous piétons. On veut vraiment repartir du piéton dans l'ensemble de nos aménagements. Et puis, les transports publics, c'est évident. Grâce au PS, il y a des abonnements à 1 € pour les étudiants, à 1 € pour les seniors. On veut aller encore plus loin dans les transports publics et la majorité. Pardon. Et donc, à un moment, il faut pouvoir continuer dans ce axe-là. Oui. Et évidemment, les cyclistes, c'est aussi important. Et enfin, quand toutes les personnes qui savent se déplacer autrement, utiliseront des autres moyens de transport, les personnes qui ont vraiment besoin de leur voiture, parce qu'il y en a, et il ne faut pas le nier, que ce soit pour certaines livraisons, que ce soit des travailleurs qui commencent en dehors de toutes les heures, que ce soit pour des familles qui doivent amener des enfants dans des écoles aux 3 coins de Bruxelles, à un moment, la voiture peut rester nécessaire, et une fois que tous ceux qui utiliseront un autre moyen de transport l'ont fait, la circulation sera beaucoup plus fluide aussi. Oui. Monsieur Pecker, je vous ai vu prendre beaucoup de notes pendant que les autres candidats parlaient. Ça concernait le problème de mobilité ? Entre autres, mais pas que, en tout cas, pour être tout à fait honnête et transparent. Donc voilà, la prise de note est vraiment sur cette volonté de se dire, comme vient le dire Charles, il y a vraiment cette volonté de ne pas exclure quel que soit le mode de transport, tout en se disant qu'il y a quand même des choses à faire pour rendre notre commune encore plus verte. Je veux dire, parce que ça, c'est un besoin qu'on le ressent quand on discute avec les gens. Il y a des quartiers où on peut envisager, je veux dire, de diminuer le nombre de places, et il y a des quartiers où
c'est pas envisageable, où il faut augmenter le nombre de places de parking. Et donc voilà, il faut trouver cette dynamique-là, avoir de la nuance et sortir du dogme. Donc je vous renvoie à votre formule, donc de la nuance. Voilà, exactement. Allez, ouais. Un dernier mot, mais l'espace public, c'est pas que de la mobilité. Hein. Et nous, on veut vraiment aménager l'espace public parce que c'est une question d'égalité, en fait. C'est une question d'égalité, c'est un enjeu de société. Faire de l'espace public un espace où on se rencontre, c'est réellement ça qui crée aussi un nous forestois. Et donc, on veut vraiment aller de l'avant dans l'aménagement de l'espace public. Allez. Quand on aide-soignante n'arrive pas à se parquer pour aller aider quelqu'un, je veux dire, c'est aussi un phénomène d'inégalité. J'ai exactement cité ce type de problème. Alors, si vous le voulez bien, il nous reste très peu de temps, il reste 6 minutes. Et je voudrais terminer avec le sujet des finances communales. Comme d'autres, vous l'avez dit, Forêt a subi les conséquences liées aux crises du Covid, la crise énergétique. Il y a eu une augmentation des impôts. Alors à l'avenir, y en aura-t-il d'autres? Faut-il revoir la fiscalité? C'est la question que l'on pose maintenant. Je vais vous donner la parole, Monsieur Debert, et puis à vous, Monsieur Pecker. Vous êtes en retard sur le temps de parole. Quand je lis votre programme, et je vais lancer la phrase, et puis vous compléterez, vous dites, vous refusez l'idée qu'il faudra nécessairement faire mieux avec moins. Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est votre politique fiscale? Est-ce qu'il faut baisser les impôts? Quels sont vos grands axes? Donc les forestois et foresteuses ont fortement été mis à contribution, notamment avec le précompte immobilier qui touche quand même 40% des gens. Nous, notre vision de la fiscalité, c'est de toucher le 1%. Alors évidemment, à l'échelon communal, on est plus limité, mais il y a quand même des pistes. On peut taxer les sociétés de co-living qui font exploser les prix du logement. Voilà, ce dossier n'est toujours pas abouti, ça pourrait libérer 100 000 € par an. On peut supprimer les cadeaux à Forêt Nationale qui entraînent énormément de nuisances et qui prend beaucoup des forces de police. Ça fait 300 000 €. Si on alignait notre taxe des supermarchés sur celle d'Anderlecht, on pourrait libérer jusqu'à 1 million d'euros. Et donc on veut aller chercher cet argent-là pour l'investir pour les familles et les ménages, notamment avec la gratuité des garderies. On a obtenu la gratuité du matériel scolaire, on va aller plus loin pour la gratuité de l'enseignement. Gel du précompte et diminuer certaines taxes, notamment pour les documents administratifs. Oui, Monsieur Pecker. Oui, mais comme on l'a dit, je vous ai vu faire non pendant que Monsieur Debert parlait. De temps en temps, oui. Oui, je le dis, parfois c'est non, parfois c'est oui. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment trouver ce juste équilibre entre la taxation, l'imposition, la fiscalité et le pouvoir d'achat des forestois. Je ne vais pas revenir sur la recette qu'on met en place et sur laquelle on est tous d'accord, cette fameuse audit financier et organisationnel. Et il y a aussi notre volonté, et on le met dans notre programme, qu'avec les engagés, il n'y aura pas d'augmentation des centimes additionnels par rapport au précompte immobilier dans les 6 prochaines années. Maintenant, il va falloir aller être créatif et trouver des recettes aussi. Et quelque part, je veux dire, on a parlé d'un dossier qui pourrait rapporter de l'argent, c'est la vente de ce terrain public à l'Union Saint-Gilloise. Ça serait déjà une rentrée d'argent. Et il faut voir aussi toutes les taxes qui pourraient tourner autour de cette activité et d'autres, comme Simon vient de dire. Alors, Monsieur Spapens. Mais à un moment, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Diminuer l'impôt ou augmenter l'impôt. Enfin, augmenter l'impôt, c'est jamais quelque chose qu'on a envie de faire. On a eu le courage de le faire, mais à côté de ça, c'était dans un plan global. C'était dans un plan de diminution drastique des dépenses. Là, on est vraiment à la corde. Et il suffit de lire des études sur les finances communales. On est une commune extrêmement bien gérée. On est une commune... Oui, ça veut dire que vous ne promettez pas de baisse d'impôt dans les années qui viennent. Mais vous savez ce que ça veut dire? Une baisse de 200 centimes des additionnels au PRI, c'est 4 millions. Alors on fait quoi? On ferme des écoles, on ferme des crèches? Ça ne sera pas avec nous. Une baisse de 0,5% de l'IPP, c'est l'équivalent de la fermeture de 3 crèches. C'est 1,1 million, ça ne sera pas avec nous. Et donc moi, je ne vais pas m'engager à promettre des choses. Je suis d'accord sur l'audit, je suis d'accord qu'il y a une réflexion à faire sur certains documents administratifs, mais il faut être sérieux vis-à-vis des forestois et des forestoises et pas leur raconter n'importe quoi sur la gestion de la commune. Alors, Monsieur de Permentier, vous parlez d'une baisse de fiscalité. Est-ce que ça veut dire, à cause de ça, des conséquences sur les services rendus au public? Non, d'une part, on peut dégager des moyens avec les audits qui seront menés au CPS, à la commune et à la zone de police. Alors, ça ne résoudra pas tout, puisque ça fait 6 ans qu'on attire l'attention du collège sur le fait qu'on va droit dans le mur. Ça a été dit à plusieurs reprises, qu'on a souvent invité à faire attention aux dépenses et à les diminuer. On est satisfait de voir que sur la dernière année de législature, eh bien, nos plaidoyers ont payé et qu'enfin on prend connaissance et conscience de la situation budgétaire de la commune. On devrait presque vous remercier d'augmenter les impôts aujourd'hui. Donc, oui, à un moment donné, je pense aujourd'hui qu'on doit tout faire pour travailler à, d'une part, développer les recettes qui ne sont pas liées à la fiscalité sur les forestois et donc travailler sur les dépenses. Mais je m'étonne un petit peu du discours du PTB
qui systématiquement, depuis 6 ans, refusent de voter les sanctions administratives communales, qui sont pourtant un des leviers via des recettes qui frappent les inciviques. Et donc je ne comprends pas que le PTB soutienne les gens qui salissent Une réponse forêt. rapide, M. Debert, et puis je donnerai la parole à Mme Delavelay sur ce que vient de dire le MR. On s'est abstenu parce qu'il y a des questions démocratiques qui vont par rapport à ces sanctions. Toutes les personnes qui ont une sanction administrative et qui ont voulu la contester, j'aimerais bien savoir si elles y sont arrivées ou pas. C'est extrêmement difficile, donc c'est la raison. Nous, on va aller chercher l'argent chez le 1%. Je l'ai dit, Forêt nationale, Deleuze, ces sociétés-là, c'est soit de ça, soit de prendre dans la classe moyenne. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, Madame Delavelay, je vous donne 30 secondes parce que vous étiez en avance sur le temps de parole, donc très rapidement, s'il vous plaît. Chez le 1%, c'est très joli sur le papier, il faut pouvoir le faire. On a déjà été chez Deleuze qui commence seulement, on a déjà été chercher 1,5 million. Il va falloir voir comment administrativement aller chercher plus. Et ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Et donc effectivement, augmenter la fiscalité, ça a été excessivement pénible. Personne ne souhaite devoir le faire à l'avance, à l'avenir, pardon. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour les écologistes, la commune doit garantir des services publics robustes et assumer la transition de son territoire. Et c'est à ça que doit servir l'argent public, et c'est à ça qu'on va s'atteler dans les années qui viennent. Voilà, merci en tout cas d'avoir débattu avec nous. C'est la fin de ce débat. Demain, c'est l'avant-dernier débat qui sera consacré à Berchem-Saint-Agathe. Merci à Sabine Ringelheim qui m'a aidé à la préparation du débat. Très bonne soirée à tous.